Salut. Alors, on attaque là pour cette session la roadmap de développement. Donc on va dire c'est l'organisation de ce qu'on veut faire pour atteindre un produit à la fin qui marche, qui est en production. Ce qui est intéressant par rapport à la roadmap produit, c'est que c'est pas un objectif en fait à la fin, c'est plus une organisation du travail qui est cyclique. C'est un peu comme ce que je disais sur le business model. Le business model, c'est quelque chose qui s'appuie sur le feedback et qui recommence de manière infinie. Pour moi, un produit qui marche, c'est un produit où on a tout le temps des retours, on doit tout le temps modifier le produit, même légèrement. Un produit qui n'évolue plus, pour moi, c'est un produit qui est en train de mourir. C'est ma vision des choses. Je dis pas qu'il perd de l'argent, c'est un produit qui a de moins en moins de retours. En fait, ça va bien, mais potentiellement, il y a d'autres produits concurrents qui vont prendre des parts de marché, des gens vont se barrer. Et donc un produit qui n'évolue plus, c'est un produit qui va perdre ses utilisateurs au fur et à mesure, qui n'évolue plus, sauf peut-être pour mettre des bugs fixes ou pour résoudre des problèmes de choses qui sont censées marcher et qui à la fin n'existera plus en fait. Donc ça m'intéresse pas. Enfin, sauf si j'ai plus envie de le faire, on va dire. À ce niveau-là, à la limite, si j'ai plus envie, je m'en fous. Enfin, en tant que développeur du produit, je m'en foutrais, on va dire. Mais là, c'est pas le cas, c'est pas trop mon état d'esprit. Et donc la roadmap de développement réagit pareil. C'est-à-dire que grosso modo, on va toujours nous demander de faire évoluer le produit pour une raison X ou Y, ou nous-mêmes, on veut toujours offrir quelque chose de nouveau aux utilisateurs. Et donc, il faut qu'on organise notre travail, en fait. Et donc, ça va être quelque chose qui va être cyclique, mais grosso modo, chaque cycle est considéré comme une itération du produit. Et donc, on va faire l'organisation d'une itération du produit. D'accord ? Donc, je vais sur la roadmap, voilà. On va la mettre au propre, hein, mais grosso modo, là on est en train de faire la première itération produit. La première itération, pour moi, elle est toujours un peu lourde parce que y a plein de choses à faire. Il y a certaines itérations produits par des gens qui savent vraiment très bien faire, qui peuvent être très rapides, mais ils font ça toute la journée, de créer des nouveaux produits, et donc c'est plus facile pour eux. Mais nous, on va avancer par étapes pour cette première itération, et au fur et à mesure, quand on va attaquer un nouveau cycle, on va refaire le même ordonnancement de la roadmap produit, mais ça va aller plus vite puisqu'il y a des choses qui vont potentiellement pas changer en fait. C'est-à-dire la vision produit restera potentiellement la même, le business model va pas changer, le niveau de licence va pas changer, etc. etc. D'ailleurs, ça me fait penser, on va commencer à modifier tout de suite, c'est que là, j'ai pas modifié Product Market Fit, c'est le business model. Voilà. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans la première vidéo, hein, ou dans la deuxième, je sais plus, mais grosso modo, on commence par trouver sa niche et son idée, hein, grosso modo, de ce qu'on veut faire. On identifie ses passions, et par rapport à ses passions, on va vouloir faire quelque chose. Et une fois qu'on a trouvé quelque chose à faire, il faut qu'on identifie à qui on va d'abord le présenter, pour avoir du retour. Ensuite, on va un peu plus loin, on essaie d'identifier le business model, donc on lui trouve un nom, on identifie on fait un lean canvas ou autre système qui permet un business plan, quelque chose comme ça, pour essayer de penser le système dans son ensemble du produit, avec des utilisateurs, avec une stratégie, avec des moyens, avec des actions marketing, avec des propositions de valeur, des premières fonctionnalités majeures, etc. etc. Le tout, bien sûr, pour régler des problèmes, hein, c'est la base. Mais voilà, ça c'est fait, on en a fait une première version, et moi pour le moment, à date, là, j'ai pas spécialement envie de le... Voilà, justement, j'ai des petites fautes. J'ai pas forcément envie de le changer, ces aspects-là.
J'ai pas forcément envie de changer le business model, le Lean Canvas, il me va très bien. La licence, on va pas la rechanger, hein, ça c'est très bien. Et donc on en est à cette étape-là où, grosso modo, j'en suis à l'étape où j'établis ma feuille de route, et donc une fois que la feuille de route d'une itération sera faite, on va attaquer, on en est à cette étape-là, donc ça sera les prochaines étapes de la journée, c'est qu'on va essayer de faire la partie expérience utilisateur. Donc, l'idée c'est bien qu'on ait un plan global, qu'on sache où est-ce qu'on est et vers où on va et qu'est-ce qu'on aura à la fin. Je trouve ça intéressant. Donc, au niveau de l'expérience utilisateur, moi j'avais identifié qu'il fallait commencer par identifier les grandes expériences utilisateurs, en fait. C'est-à-dire on se met dans la peau d'un utilisateur qui est un profil, une personne particulière. On dit profil parce qu'on ne veut pas viser une personne en particulier, on veut viser une catégorie de personnes qui se rassemblent par rapport à des pratiques courantes, à des manières de penser identiques ou proches en tout cas. Donc c'est bien de se mettre dans la peau de certaines personnes, quoi. Il faut avoir une espèce de capacité d'empathie à se mettre dans la peau de telle ou telle personne. Donc ça on va regarder. Une fois que c'est fait, à partir de ces expériences-là, on va sûrement imaginer une interface. C'est-à-dire qu'on va imaginer des vues, les vues du produit. C'est-à-dire, j'ai mon téléphone, j'ai besoin de faire un truc, et ben donc voilà, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Là, je pars de mon téléphone, qu'est-ce que je fais ? Sur quoi j'arrive ? Etc. Et le but, c'est qu'on ait un produit qui plaise, qui donne envie d'être utilisé, avec une belle charte graphique, avec des beaux composants, le truc est fluide, il est accessible, il charge vite, tout ça. Donc on va identifier ça, les vues, et à partir de ces vues, à partir des vues qu'on aura établies, hein, on va faire des maquettes, hein, on va faire des dessins, avec des schémas pour identifier les vues. À partir de ces vues-là, on va identifier les composants de l'interface. Donc chaque vue a des petits composants, pour ceux qui ont déjà fait du code HTML, ça va leur parler, c'est-à-dire que un bouton, en général, on a 2 gros types de boutons ou 3 gros types de boutons dans un site complet. On ne va pas en faire 10 000 différents, sinon l'utilisateur se perd. Si tu fais un site tutti frutti, c'est psychédélique, ça va être le bordel, tu vas pas t'y retrouver, le texte est écrit en rose fluo, vert pomme et banane, tu vois, tu vois le truc. Enfin, il y a des gens qui vont kiffer, mais il y a beaucoup de gens où ils vont se sentir perdus. Surtout pour quelque chose qui est utile. Si c'est un site pour faire un délire, c'est bien, mais si c'est pour faire un produit avec vraiment des usages pour beaucoup de populations différentes, vaut mieux que ça reste un minimum sobre et épuré, on va dire, et que ce soit accessible. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'accessibilité demain pour les personnes aveugles ou des choses comme ça. Il y a des choses à respecter pour que ce soit viable, on va dire. Enfin, quand je dis aveugle, je pense aussi aux malvoyants, hein, ou aux personnes, par exemple, qui voient de couleurs pareilles, les daltoniens, par exemple, ou ce genre de choses. Il y a des choses importantes en termes de charte graphique à respecter. Donc, une fois qu'on a identifié les composants, on va faire un mélange des trois sujets, là, ici, pour identifier ce qu'on appelle les événements qui vont se passer dans l'interface et les interactions. Les transitions par exemple entre les vues, et grosso modo ce qu'on dit, c'est voilà, quand l'application se charge, il faut que ça affiche tel truc, quand j'appuie sur le bouton, ou quand je veux récupérer la liste des utilisateurs, si je suis pas si j'appuie sur le bouton, ça va me récupérer la liste des utilisateurs, etc. Enfin voilà, il y a des événements. Il y a des événements dans une application. Et ce qui est aussi important, je pense, je voulais faire un chapitre spécifique là-dessus, parce qu'on n'a pas besoin d'interface pour les coder, ces choses-là. Mais c'est important de les avoir, c'est les règles. C'est les règles du métier, en fait. Quand on dit le métier, c'est le business, en fait, c'est les règles de la chose qu'on crée. Le produit a des règles,
Des règles de sécurité, des règles de récupération des données, des règles pour les trier, des règles pour soumettre un formulaire, etc., avec beaucoup de validation pour éviter qu'on mette n'importe quoi, ce genre de choses. Et ça c'est important qu'on fasse un fort travail là-dessus. Mais là on est dans le monde de l'expérience utilisateur, et en fait, à partir de ce moment-là, à partir de cet aspect, à partir des 2 derniers, là, on va avoir une séparation. Je vais baisser un chouïa le volet parce qu'il y a un peu trop de soleil. Enfin, on va pas se plaindre, mais j'en prends plein la gueule. Voilà. Pour ces 2 derniers aspects-là, on a 2 sous-objets à chaque fois, je pense, qui sont importants de différencier. C'est la notion de ce qui est de l'UI, enfin de l'interface, et des choses qui sont des événements métiers, en fait. Je les note là, hein, parce que pour moi c'est important dans le sens où, en fait, chaque personne va avoir son interface au niveau de son téléphone, mais en fait, derrière, tout le stockage des informations, toute la récupération des informations ne se trouve pas de base dans le téléphone. Ça se trouve sur des serveurs qui ont eux aussi, eux-mêmes, leur propre système d'événements. Et je pense que c'est important de différencier les deux, parce qu'on ne veut pas mettre de règles, d'événements métiers potentiellement dans le système en charge de l'interface, hein, dans le téléphone. Dans le téléphone, on n'aura que des événements d'interface, potentiellement. Et je sais qu'il y en a dans le métier qui sont beaucoup plus avancés que moi sur ces aspects-là. Si je raconte de la merde, vous me le dites. Et puis on va avancer. Hein. Et puis même si vous voulez m'aider justement à trier ces choses-là, à bien les identifier, dites-le, on peut se faire une session à 2, voilà, et puis ça peut être sympa. Et donc derrière, on aura aussi des règles métiers. Comme je disais, on aura des règles métiers qui disent qu'on a le droit de faire des choses, on n'a pas le droit de faire des choses avec le produit, et on veut s'assurer que, quoi qu'il arrive, on n'aura jamais le droit de faire ces choses-là. Donc c'est bien d'ancrer la règle dans le dur, qu'on n'a pas le droit de faire ci, qu'on a le droit de faire ça, et qu'à tout moment, on puisse valider que le produit fait bien ces vérifications-là, que le comportement du produit soit corresponde à nos exigences, en fait. Et là, c'est pareil. Est-ce qu'on met des règles au niveau de l'UI, mais ça va être des règles simples. Hein. Les règles simples, c'est là dans le cadre de notre produit, c'est je veux récupérer les sujets pour pouvoir après voter, me positionner sur le sujet. Et donc on aurait une autre sous-action par rapport à la récupération d'un sujet, c'est qu'une fois que je suis dans le sujet, je vais devoir récupérer la liste des idées déjà proposées, et je vais être capable de faire plusieurs sous-actions métiers, et dans le sens où je vais pouvoir voter pour ou voter contre une idée, ou soumettre une autre idée, par exemple. Mais je veux pas aller trop loin dedans, parce que bon, là je suis dans ma tête, et ce que je veux, avant d'être juste dans ma tête, c'est que je voudrais qu'on ait déjà la notion de vue, de composants, pour qu'on puisse se projeter, parce que si ça se trouve, je vais zapper des trucs, et donc autant s'appuyer sur des supports qui sont déjà créés avant pour pouvoir se projeter sur ce qu'on veut faire. Et donc on aura des règles d'interface, et on aura des règles... c'est plutôt les business rules. Les business rules, je les mettrais... Business rules, c'est ce qu'on appelle le back-end, hein, c'est ce qui se passe côté serveur, en fait. C'est quelque chose on va demander au serveur de faire quelque chose, parce que c'est le serveur qui a toute la logique lourde de traitement, on va dire. Et c'est lui qui va dire si on peut le faire ou si on peut pas le faire, ce genre de choses. Donc on va demander au serveur de faire quelque chose, il va nous dire si c'est fait, si c'est pas fait, etc.
Donc en fait, on va peut-être juste renommer ça les règles, en fait. Les règles. Donc c'est pas mal. J'ai un reflet dégueulasse sur l'écran, je vais baisser un peu plus. On me voit toujours, Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Parce que, donc là, en fait, on ne fait que... ça va être des schémas et de la réflexion et de la rédaction. Hein. On n'est pas du tout en train de coder pour le moment. C'est à la fois des ateliers UX design ou ce genre de choses. Je connais pas du tout, hein, j'ai jamais fait, donc c'est intéressant que moi j'essaie de faire de manière empirique. Si jamais j'ai des designers UI qui regardent ça et qui sont chauds pour qu'on refasse ce que j'ai fait aujourd'hui pour voir si on le ferait pas différemment, en fait, si on ferait pas une UI différente. Plus sympa ou d'une manière différente, n'hésitez pas, hein, vous me contactez, on organise ça, quitte à ce que ça chamboule un peu les plans derrière, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Là pour le moment, l'itération, on va faire des allers-retours, hein. Je préfère d'abord qu'on... C'est plus facile. Les idées fusent. Mais c'est plus facile de revenir en arrière tant qu'on est en train de parler, tant qu'on dit ouais non, faut le faire autrement, on va refaire... Parce que là, on fait que parler, et on fait que rédiger, éventuellement coucher sur papier nos idées, pour les stocker, pour qu'on puisse pas les oublier, en fait. Et donc, si on doit refaire ces choses-là, moi, ça me va très bien. Ce qui serait dommage, c'est de commencer à coder les choses que j'ai faites tout seul, et que quelqu'un me dit « Ouais, mais on refait un atelier ensemble, et on va rechanger ce que tu as codé ». Coder, ça prend plus de temps que rédiger des choses, ou de coucher des idées, de parler. Parler, ça va vite, hein. Parler, vous voyez, je vous ai fait toute une stratégie et un business plan en 4 heures, quoi. 4 heures, c'est quoi? C'est une matinée, c'est une après-midi, tranquille. Une soirée avec l'apéro, avec le calva. Donc c'est rapide. Par contre, commencer à coder les règles, tout ça, potentiellement, pour coder une règle, il faut quelques heures, en fonction des capacités de chacun, ça dépend. Puis en fonction de la difficulté de la règle, tu vois. Donc c'est pour ça. C'est bien qu'on fasse pas du codage là-dessus, et que des gens qui ont la compétence pour dire bah non, tu t'as un peu mal fait, je te propose de t'aider pour le faire mieux. C'est pas mal. Enfin, moi, ça me plairait bien. Je suis chaud. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on a plusieurs livrables. Et moi, à partir de là, on va normalement avoir des règles claires. On est tous d'accord pour dire feu, on part là-dessus. On va avoir une première interface en disant on veut d'abord... on aime cette interface-là, on veut cette interface-là, avec les vues, les composants, tout ça, et les interactions. Et donc, on veut ça, ou alors on veut qu'une petite partie pour commencer. Ce qui est important, par exemple, c'est qu'on ait la liste déjà des sujets. On ne peut pas créer un nouveau sujet pour commencer, parce que c'est une maquette, hein, c'est un premier jet, on va dire. Il n'est pas complet, le produit, mais on a déjà la liste des sujets. Je peux sélectionner un sujet, je regarde les idées qui sont proposées, et je peux voter pour ou contre. Voilà. Je peux pas rajouter une nouvelle idée pour le moment, mais déjà je dis je suis pour ou contre. Je me positionne. Voilà. Déjà, je vois ce qui est disponible, je sélectionne un truc qui m'intéresse, et je dis je suis pour ou contre. Voilà. Déjà pour commencer. Et donc là, on va partir dans le développement de ces trucs-là. D'accord ? Donc là, il y a l'aspect développement, et dans le développement logiciel, on sépare souvent deux choses. On a le dev front, hein, donc c'est l'interface graphique, d'accord ? Et on a... je vais mettre un sous-titre, plutôt. Tac. On a le dev front et on a le dev back. On appelle back-end et front-end, d'accord ? Le front-end, c'est tout ce qui est interface. Et en général, aujourd'hui, dans le monde du logiciel, c'est soit deux grandes familles, hein, en général. On a soit... on a trois. On a trois grandes familles. On a soit une interface une interface graphique en web, donc un site web, hein, un site internet.
Soit on a ce qu'on appelle un client lourd, donc c'est quelque chose à installer sur son poste de travail, enfin sur son ordinateur, sur son smartphone. Par exemple, c'est une application Android, une application d'iPhone, machin. C'est un client lourd qu'on installe et qui parfois mixe un peu les deux. Dans le client, on ouvre un site web pour faire des trucs. Mais grosso modo, on installe quelque chose. On n'ouvre pas son navigateur qui est déjà installé, on va sur telle adresse et on a le site web. Là, on installe un logiciel, hein, on installe un client lourd pour accéder au produit. Et le troisième, souvent, c'est on aurait des partenaires qui utilisent notre back-end. Et donc, en fait, c'est un autre logiciel. C'est une autre interface, c'est autre chose. Souvent, c'est un autre serveur qui peut communiquer avec. Ça pourrait être utile plus tard. Ou alors, on aurait des interfaces différentes. On aurait peut-être des interfaces d'administrateurs plus tard. C'est-à-dire, c'est pas une population. C'est pas une population utilisateur qui utilise le produit pour la raison pour laquelle il est créé, hein, pour la proposition de valeur. C'est pour l'administrer. C'est-à-dire, c'est pour vérifier le nom d'utilisateur en cours, ou peut-être une interface par exemple pour les partenaires, quand je dis les partenaires, c'est à la fois les utilisateurs qui veulent participer au paiement, au financement de l'application, ou les organisations. Et donc on pourrait faire une interface dédiée pour ça, différente de l'interface principale, avec, j'en sais rien, participer à la cagnotte Tipeee, faire un virement, ou je sais pas quoi, enfin voilà, une interface de paiement, ce genre de truc. Et voilà, on peut faire plusieurs interfaces différentes, qui peuvent être soit sur le même site, soit sur la même application, soit des sites et des applications totalement différentes, en fait. Et on a derrière, toutes ces interfaces-là vont communiquer avec ce qu'on appelle le back-end, donc c'est les serveurs, en fait, c'est là où est concentrée toute la logique et ce qu'on appelle aussi la persistance de la donnée, c'est-à-dire qu'en fait, les données dans votre téléphone, c'est des données qui sont locales à vous, c'est votre contexte à vous, c'est vous qui lancez l'application, on va peut-être stocker des trucs, mais grosso modo, on stocke pas grand-chose, parce qu'on veut une application, c'est une application collaborative là qu'on est en train de faire. C'est pas juste vous qui utilisez l'application, il y a plein d'autres mondes. Et ces personnes-là vont vouloir elles vont vouloir participer à vos mêmes sujets, quoi. Donc il faut un endroit où on va stocker les sujets, on stocke les idées, on stocke les comptes aussi, parce que les gens vont vouloir se connecter. Donc il va falloir qu'on stocke les comptes avec les identifiants, avec tout le merdier, qui fait que on prouve que c'est bien, c'est vous et pas quelqu'un d'autre qui s'est connecté, en fait, pour être sûr qu'il n'y ait pas une même personne qui voterait ou qui donnerait son avis deux fois sur le même sujet. Parce que comme je le rappelle, hein, dans la vision du produit, tout le monde est égaux sur le positionnement, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Donc c'est important qu'on ait cet aspect-là, et donc il va y avoir du développement back-end. Pour dire j'ai le droit de faire ci ou j'ai pas le droit de faire ça, etc. Et comment j'enregistre la donnée dans le back-end, comment je la récupère du stockage, etc. Et là, en fait, pour les deux cas, on aura un peu la même façon de faire, puisque j'ai commencé à faire un peu de dev front-end, mais je suis pas un expert. C'est là où justement là je vais commencer à exposer mes difficultés. C'est que là mon skill, il y a un petit point d'attention là, c'est que là au niveau du skill, j'ai pas tout. Parce que je suis pas dev front-end à la base, je suis plutôt back-end. J'ai l'habitude de coder sur du back-end, et donc les technologies front-end pour faire des belles interfaces qui répondent bien, qui réagissent bien au niveau des événements et tout ça, c'est pas ma spécialité. Donc là, on va peut-être pédaler dans la semoule. Par contre, la philosophie de développement, en tout cas c'est ma vision des choses, entre le dev front-end et le dev back-end, c'est un peu la même chose. Ça va être la même manière de développer. De développer les fonctionnalités et les interfaces et tout ça.
C'est pas mal. Je vais le décrire que pour un, et puis je ferai le copier-coller pour pas vous faire perdre du temps sur les autres, mais je vais l'expliquer sur le back-end, grosso modo. Et ce qui est important en termes de développement, c'est qu'on fasse le développement front-end en premier, parce que le back-end n'est pas visible. Le back-end, vous le voyez pas, vous savez pas... on va expliquer ce qu'il fait, mais grosso modo, vous n'allez pas interagir directement dessus. C'est le site, l'interface que vous allez utiliser, c'est l'interface qui va communiquer avec le back-end. C'est pas vous, humain, directement, qui allez communiquer avec le back-end. Vous aurez la capacité potentiellement de le faire, mais avec des interfaces différentes. Mais grosso modo, le back-end, s'il n'est pas fait au début, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que je trouve important. Il y a déjà quelqu'un qui a déjà exposé ça, et moi je suis totalement d'accord là-dessus. Quand on veut commencer à avoir du feedback, il faut commencer par ce qui est visible. Il faut commencer par ce que les gens peuvent manipuler. Donc il faut qu'on fasse une maquette, c'est quelque chose qui n'est pas viable en production, parce qu'il n'y aura pas le back-end, il n'y aura pas les règles derrière. Mais en tout cas, on peut commencer à utiliser le produit, on peut commencer à donner son avis. Et donc à avoir de l'expérience utilisateur supplémentaire pour confirmer ou non confirmer tout ce qu'on a fait avant, en fait, pour dire si ça plaît, est-ce que la couleur c'est joli, est-ce que le bouton c'est bien, est-ce que quand j'appuie sur le bouton ça va vite, est-ce que je peux voter facilement, est-ce que l'interface est jolie, etc. Donc il faut qu'on produise le front en premier, en priorité. Et les appels, les potentiels appels vers le back-end qu'on va faire, donc vers les serveurs, elles vont être fausses en fait. Ça va être des fausses, des faux appels, grosso modo, puisque le back-end n'existe pas encore. Et quand le back-end sera créé, on va relier les deux ensemble. C'est un peu comme des Lego, hein, on va créer le Lego front d'un côté, il va évoluer de son côté. Et tant qu'il n'est pas prêt, on fait un faux Lego, on fait juste une mini brique faux Lego back qu'on accroche dans le Lego front pour lui dire qu'il a un front, enfin il a un back-end, il a un serveur, mais en fait non, il n'en a pas. Si c'est pas clair pour vous, pour ceux qui n'ont pas fait de développement, je peux comprendre, mais moi je me comprends et je pense que les développeurs qui regardent, vu que j'ai beaucoup de... D'après les feedbacks, j'ai beaucoup de développeurs qui regardent ces vidéos, je pense qu'eux, ils comprennent. Et ça, c'est important, parce que potentiellement, si moi, à un moment, j'ai besoin d'un coup de main, ou si j'ai besoin de quelqu'un valide, ou qui puisse regarder mon code et tout ça, il va comprendre ma philosophie de développement, et donc c'est bien qu'il y ait des personnes extérieures qui puissent regarder que mon code soit bien fait, et qui puissent me donner son avis. Donc, pour les deux cas, donc, en limite, je vais faire un dev méthodo. Méthodologie, comme ça. On va la faire là. On va commencer, on va faire... là, on est quasiment en train de faire ce qu'on appelle des ateliers de BDD. C'est ce que j'appelle le BDD, c'est Behavior Driven Development. C'est-à-dire qu'on va développer par rapport au comportement attendu. D'accord ? Donc on a établi des règles, on a discuté, on a couché sur papier des règles sur lesquelles on est d'accord, et donc on a établi des règles. Voilà. Et donc maintenant ces règles, il va falloir les coder. Et donc pour le faire, moi ce que j'aime bien faire, parce que j'ai pris l'habitude de le faire, c'est que je vais coder en ATDD. C'est une méthodologie de développement, hein, donc c'est Acceptance Test Driven Development. Donc, grosso modo, en fait, on va coucher les règles au fur et à mesure qu'on va les faire. On va pas toutes les mettre en une fois, on les fait une par une, étape par étape. On va prendre une règle et on va la développer en suivant les critères de validation qui fait que le comportement de la règle est bon, en fait. Donc, par exemple, si on dit quand j'achète du pain, j'ai 1 euro, la baguette vaut 50 centimes, et donc quand j'achète du pain, à la fin, la caissière me donne une baguette, quand j'achète une baguette, vous voyez pourquoi c'est important de faire les ateliers justement de définition de règles, il faut être précis. Donc quand j'achète une baguette à la boulangerie,
je donne 1 euro, la baguette vaut 50 centimes, la caissière me rend 50 centimes et me donne une baguette. Voilà. Et le ticket de caisse. Voilà. Et donc ce comportement-là, ces différentes façons de spécifier le comportement, on va pouvoir le coder, rendre le comportement en fait sous forme de code attendu. C'est ce qu'on appelle des tests. On va rédiger des tests de comportement pour dire voilà ce qu'on veut. Et vu que le code au début, il n'y a pas de code du tout, les tests ne vont pas marcher en fait. Et donc on va résoudre les tests de manière incrémentale pour pouvoir avoir à la fin notre scénario de test complet qui dit que voilà, quand j'achète une baguette, j'ai 1 euro, on me rend 50 centimes, on me donne une baguette, la fiche de le petit ticket de caisse, machin. Et donc, ça va, ça j'ai l'habitude de le faire. À ma façon, potentiellement je fais encore de la merde, mais en tout cas j'arrive à faire des choses qui marchent et qui ne sont pas buggées à la fin, et donc ça c'est bien. Ça c'est bien, et donc ça passe par... on va utiliser pour ça une retranscription on va utiliser un langage en fait, un langage de spécification dans les règles en fait. Dans les règles, on va sûrement utiliser en fait ce qu'on appelle du gherkin. Peut-être pas, peut-être que des fois on le fera pas, mais moi je sais que j'ai l'habitude de marcher avec ces règles-là, mais grosso modo, le gherkin en fait, on dit l'état initial, l'événement qui arrive à l'instant T et les conséquences. Donc j'ai quelque chose au départ, il se passe quelque chose, il y a un événement, il y a des conséquences. C'est comme ça comme ça que j'ai l'habitude de développer les comportements. Et donc le langage Gherkin, c'est qu'on fait ce qu'on appelle en anglais c'est given, when et then. Donc given, c'est sachant qu'il y a quelque chose au départ, sachant qu'il y a un état initial, quand il y a un événement, alors il y a des conséquences. D'accord ? C'est état, événement, conséquence. Voilà. Donc en fait, on va retranscrire les règles Gherkin qu'on a établies à cet endroit-là sous forme de code, en fait, ici, dans la phase de développement. Et donc là, normalement, on devrait avoir, à la fin de cette étape, en fait, c'est ce qu'on appelle le cœur de l'application. On va avoir un cœur d'application à la fois au niveau du code front-end, de l'interface, et on aura un cœur dans le back-end, en fait. Donc moi je commence toujours par développer le cœur. On commence par développer le cœur. Et ensuite on va aussi développer en général ce qu'on appelle le driving adapter, je crois que ça s'appelle, ou l'adapteur primaire. On va l'appeler comme ça, parce que je l'appelle toujours primary adapter. Ça c'est l'approche, c'est couplé, l'approche ATDD est couplée à l'approche Clean Architecture. Donc c'est souvent ce que je mixe entre les deux, je fais ATDD plus Clean Archi. Voilà, c'est le mix. Donc l'adapteur primaire, c'est en fait on a un cœur, et pour pouvoir accéder au cœur, il nous faut là dans le cadre de l'interface graphique, il nous faut du code d'interface graphique en fait. Et donc dans ces adapteurs, c'est là-dessus qu'on va développer la notion de les composants, components. On va créer les components, on va créer les vues. On va créer les interactions ou les événements en fait. Les événements qui, eux, vont interagir avec le cœur de l'application. Et vu que, comme j'ai dit, j'ai pas fait beaucoup de dev front avec cette approche-là, j'ai fait très peu de code front en général, et j'ai surtout très peu fait de code front en utilisant cette méthodologie-là. Donc potentiellement, je raconte de la merde. Si je raconte de la merde, positionnez-vous et dites-le moi. Mais dites-le moi de manière intelligente. Ne dites pas tu fais que de la merde, point barre.
Ça marche pas. Si tu me dis que je fais de la merde, tu m'expliques en quoi je fais de la merde et à la limite tu viens m'aider. Tu vois, je suis un malin. Je suis un malin, tu vas venir m'aider. Et tu vas avoir envie de m'aider parce que le projet t'intéresse vu que tu regardes. Là, je te hack, là. Je te hack ton cerveau, tu vas me rejoindre. C'est comme ça qu'on va faire venir des forces de frappe. Allez, on continue. Donc ça c'est important, et à la limite, au niveau UI, là, pour la première itération, on aurait juste besoin de faire ces deux choses-là pour commencer, et on n'aurait pas besoin de faire le back-end, et on n'aurait pas besoin de faire ce que j'appelle, je vais en parler après, hein, mais les adapteurs secondaires. Ça c'est du détail, par exemple, le code d'interface, hein, le code front, va devoir faire des appels au serveur. Donc en fait, l'appel au serveur, l'appel au back-end, c'est, pour simplifier, hein, je vais mettre serveur ici. L'appel au back-end, en fait, me permet... Enfin, c'est un adapteur, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire un faux adapteur pour dire... et ce faux adapteur va être développé dans cette phase-là, en fait, de base. En fait. Donc, dans la structure de code, on va faire un faux. Mais demain, pour partir en production, pour avoir une vraie persistance dans les serveurs, pour avoir des vrais appels serveurs entre l'interface et les serveurs, on va devoir faire des adapteurs de production, en fait. Mais vu que là, on veut déjà valider le comportement de l'interface, déjà une belle interface viable pour la suite, avec déjà des comportements de base qui sont en place, la majorité des gens qui l'utilisent sont OK avec, etc. On peut déjà faire une première itération sur l'interface en faisant juste le cœur et la première interface. Et vu que j'ai pas beaucoup de skills là-dessus, ça va déjà être long. En fait, ça va être déjà une étape assez longue parce que faire le cœur encore, ça me fait pas si peur que ça. Ça va être, pour moi, ça va le faire. Par contre, ça va être ça. Ça va être l'adapteur primaire, en fait, créer les composants, créer les vues et interagir, faire des événements dans l'interface. C'est-à-dire des événements. Le mec, il a appuyé sur ce bouton-là. Il a renseigné telle information dans le champ de recherche. Ça enclenche l'événement qui dit « lance-moi la recherche ». Et donc, coder ces choses-là, c'est ce qui me manque aujourd'hui. C'est les compétences qui me manquent dans une technologie. Parce que là, on est obligé de choisir une technologie web, on va dire, de front. Et grosso modo, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais faire, parce que c'est ce que je maîtrise, je veux rester sur des technologies que je maîtrise un minimum aujourd'hui. Je ne veux pas partir tout de suite dans des technologies que je ne connais pas, parce que sinon je vais avoir du mal à les maintenir, et je veux pas reposer sur des développeurs qui feraient que m'aider. Je veux aussi participer, je veux surtout participer. Je veux que les développeurs qui viennent m'aider soient juste un support, une petite... Alors on me met le pied à l'étrier, et après ça part, et voilà. Donc là, en fait, en termes de technologie, pour le primary adapter, déjà, le cœur, on va le faire en TypeScript. Et en full TypeScript, hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser que du TypeScript, aucune dépendance, pour moi, j'ai pas envie, même des trucs à la Redux et tout ça, ça me tente pas. Pour la notion de gestion des événements, je préférerais jouer autrement. Je préférerais jouer sur des choses plus simples pour avoir un cœur pur, à mon sens. On peut en rediscuter de ces aspects-là, mais... sinon je trouverais ça chiant, et on va utiliser un framework de test en fait qui va être je pense Mocha et Chai pour commencer, mais on peut changer ça aussi. Si le framework de test ne va pas, on peut utiliser autre chose, mais moi j'ai l'habitude d'utiliser celui-là, donc je vais commencer avec celui-là. Si un jour on veut changer, on changera. Et le primary adapter, pareil, je veux rester en TS, parce que le TypeScript apporte du typage, alors que, pour ceux qui ne connaissent pas, le code front-end
il y a du code HTML, ça les gens ils le voient, ils connaissent en général, ils en entendent parler, le code HTML. C'est ce qui permet de... C'est la présentation, c'est les composants HTML, c'est ce qui permet d'afficher de la vue. Hein. Ça c'est de l'HTML, on le voit bien. Et on a quand on fait une vue du code source, afficher le code source de la page, ça c'est de l'HTML. Hein. D'accord ? Il y a des balises, c'est ce qui nous permet de rendre visuel les choses. Mais en même temps, on a toujours dans du code, en général, on a des scripts, en fait. C'est des choses qui tournent... c'est pas visuel. Enfin, il y a des scripts qui interagissent avec le visuel, c'est ce qui permet de faire bouger des trucs, de faire changer les couleurs éventuellement, enfin voilà, il y a des machins. Mais c'est ce qui permet aussi d'interagir avec les serveurs, etc. Donc c'est toute la logique, en fait, du site qui se trouve dans ces scripts-là. Et c'est le code de base, en fait, c'est du JavaScript. Et donc, TypeScript apporte des choses en plus à JavaScript, en fait, si je devais simplifier. Et ça, pour moi, c'est important parce que ça me permet d'avoir de la documentation vivante, d'avoir du TypeScript. On commence à rentrer dans la technique, là, c'est normal, hein, parce que il faut développer. Hein. Donc, on est moins dans l'approche produit, quelque chose que tout le monde peut comprendre, etc. Là, on commence à rentrer dans des compétences de développement assez fortes, et donc on va parler technique. Là, ça commence à rentrer dans le dur. Donc là, voilà, je pense qu'on va utiliser du TypeScript, ça c'est sûr, et en termes de techno, on va utiliser du React JS. On va pas faire d'application mobile, pour commencer. On va faire un serveur, enfin on va faire un web server, on va faire une interface web. Ça sera déjà très bien pour commencer, donc on va utiliser du React.js couplé avec TypeScript. Et donc pour les événements, tout le merdier, j'ai regardé, je suis pas un spécialiste, hein, mais j'ai déjà une petite expérience de React, on va sûrement utiliser la gestion des hooks, je pense, pour la notion des événements. Et on va pas utiliser, je pense, ce qui s'appelle Redux et tout ça. Je pense pas. Donc ça c'est pour commencer. Et après derrière, quand on aura un serveur, hein, donc ça c'est la première itération, on n'utilisera que ça, je pense, puisqu'on va faire un faux serveur qui va être stocké dans le code, dans la logique en fait de l'interface. Et donc plus tard, on fera un secondary adapteur, donc c'est un adapteur qui est drivé par le métier. Hein. Le primary drive le métier. Il dirige le métier, c'est lui le pilote, hein, on part d'un primary. On a l'humain qui utilise l'application et on a le primary adapteur. Et après, derrière, on a le code de cœur. Et le code de cœur va appeler des adapteurs secondaires. Pour ceux qui... Enfin, c'est ma vision des choses, peut-être que j'utilise pas les bons mots, etc. Mais je me comprends. Je me comprends et c'est des choses sur lesquelles je veux rester serein là-dessus. Pour la suite. Et donc en adapteur secondaire, pour pouvoir faire un appel au serveur, en fait, on le fera on utilisera de l'HTTP REST, en fait. Je pense pas qu'on va faire des WebSockets, on va pas faire des appels radio, enfin voilà, on va rester classique. On va faire des appels HTTP REST, ça me va bien pour commencer. On verra plus tard si on va plus loin, en fait. Si on commence à faire des choses un peu farfelues, mais par rapport aux besoins qu'on a, je pense pas qu'on ait besoin d'utiliser un autre type de technologie, en fait. Pour le back-end, pareil, en fait, on commence par le cœur, et pareil, on utilise TypeScript pur avec Mocha et Chai, hein, ça change pas, puisqu'en fait, on aura des règles métiers à mettre dans le back-end et les règles d'interface, les règles d'UI, on les mettra dans le front-end. Et donc là, on va d'abord développer le cœur, et donc il y aura les interfaces secondaires de cœur qui seront déjà en place, en fait, ce sont des fausses persistances, etc. Donc ça veut dire si on redémarre le serveur, ça efface tout et on repart comme au début, en fait. Ça sera pas stocké dans le disque dur, etc. C'est stocké en mémoire, donc quand on éteint le truc, il revient à zéro, en fait. Il revient de base.
Mais par contre, pour pouvoir avoir une première utilisation multi-utilisateur, parce que là, tant qu'on a le code front-end, chaque utilisateur est autonome. À chaque fois qu'on va rafraîchir la page, on va rester avec les mêmes données dans l'adapteur. En fait, c'est comme le serveur, c'est comme si on redémarrait le truc à zéro et on recommence l'expérience utilisateur, ça n'aura pas sauvegardé, tout ça. C'est juste pour tester, hein, pour le moment, tant qu'on fait ça. Et donc, quand on aura fait le code cœur du back-end, on va coder le primary adapteur en TypeScript, et là cette fois-ci on va utiliser un web server HTTP REST couplé avec de l'HTTP REST, et en techno on va sûrement je fais tout en TS, hein. J'utilise pas du Java pour le back-end et du JavaScript pour le front. Je fais tout en TypeScript parce que c'est mes compétences de développeur aujourd'hui. Donc comme ça, un seul langage partout, c'est pratique. On verra demain pour l'aspect performance si on partirait pas sur un autre langage, en tout cas pour le back-end. Mais en technologie, donc on est sur du Node, hein. On est sur du Node, et donc on va utiliser Express, je pense. On va utiliser un serveur Express. Je suis pas sûr qu'on utilise un framework plus avancé, je pense à Next, je crois, Next.js ou ce genre de truc. Ça m'intéresse pas. Je pense pas qu'on en ait besoin en fait. Pour les besoins de base qu'on veut, pour gérer les routes, pour accéder aux appels qui vont appeler le cœur et tout ça, j'en vois pas l'intérêt pour le moment. Je préfère rester sur de l'Express pur. On verra. Peut-être qu'on changera d'avis par rapport à ça, mais l'idée c'est qu'on arrive. Si on arrive à cette situation-là, en termes d'itération, c'est pas mal. C'est pas mal parce que une fois qu'on a ça, en fait, on a la capacité déjà d'avoir plusieurs utilisateurs connectés qui vont avoir un seul et même serveur, et donc on va pouvoir commencer à créer, à déclarer des votes, enfin déclarer des idées, tout ça. On n'est pas encore en production, mais on y est presque. C'est-à-dire qu'en fait, il nous manque la persistance au niveau du serveur, donc on pourra déjà faire une itération pour tester la performance du serveur avec les clients, vérifier si ça répond vite. Quand on veut enregistrer un nouveau débat ou un nouveau sujet, ça va enregistrer le sujet vite, et dans ce cas-là, les autres utilisateurs vont voir le nouveau sujet vite, ils vont pouvoir se positionner dessus, on va voir si ça réagit bien, tout ça. Mais pour autant, on n'est pas en production. On reste en état... tout ce que vous faites peut être supprimé du jour au lendemain, parce qu'on n'est pas en prod, on n'est pas encore, le produit n'est pas sorti, d'accord. On n'a pas encore atteint ce qu'on appelle enfin moi c'est ce que j'appelle le MVP, mais c'est le minimum viable product, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en production, et on a voilà, la première mise en production d'un produit viable, en fait. Le produit est viable, il est sécurisé, si jamais le serveur tombe et qu'on le redémarre, bah, il a re-accès à la donnée sauvegardée. Il y a une communication multi-utilisateur parce qu'il y a une architecture client-serveur, hein, grosso modo, etc., etc. Donc là, on est pas mal. On a atteint une étape intéressante à ce moment-là. Et donc la dernière étape, en tout cas après on va faire que de l'itératif après sur cette dernière étape, c'est que grosso modo on va faire les adaptateurs secondaires adapteurs. Et là, là il va falloir en fait qu'on stocke les données. On va falloir qu'on stocke les données en fait dans des couches de persistance et qu'on y accède à cette couche de persistance. Donc c'est des bases de données en général, on appelle ça des bases de données. Qui sont hébergés dans le serveur ou à côté du serveur. Et en termes de technologie, aujourd'hui, je ne sais pas. Et on en utilisera peut-être même plusieurs en fonction du type de données qu'on va devoir stocker ou récupérer. Donc si c'est... il y a plusieurs technologies là-dessus, et donc il y a des aspects performance, il y a des aspects... le problème, c'est que le produit, s'il marche bien, on aura beaucoup de monde et on aura potentiellement beaucoup de données. Quand je dis beaucoup, tout est relatif parce qu'il y a des serveurs qui marchent très très bien avec des technologies qui sont pas faites pour avoir beaucoup de données, mais le mec il a tellement bien fait le truc que ça marche du feu de Dieu.
Donc on n'est pas obligé de partir sur des trucs hyper performants dans ce qui est écrit, quoi. Enfin, dans ce qui est dit. Il y a des technologies qui sont réputées en fait, pour être hyper performantes, et d'autres technologies qui sont réputées comme étant bien pour démarrer, mais quand tu as beaucoup d'usages, ça sert à rien, enfin ça marche plus, quoi. Ça marche plus bien, il y a des problèmes de performance. Il faut qu'on voie vers où on va. En fait, il y a un aspect... bien souvent, les technologies qui sont très rapides ont des aspects négatifs, en fait, ou de difficultés plus dures à implémenter que de partir sur une technologie plus simple, mais pour autant moins performante sur les grands volumes de données, en fait. C'est du détail technique. On n'en est même pas là, en fait. C'est pour ça que je veux même pas rentrer trop dans ce détail. C'est juste pour donner de la visibilité sur ce qu'on veut faire plus tard. Mais pour le moment, on n'y est pas. Donc c'est pas grave. Donc voilà. Et donc, vous voyez que là, en fait, alors c'est là où il faut qu'on voie comment je vais structurer ça, mais grosso modo... Mais ça, je pourrais le retravailler un peu tout seul, c'est que je vous ai pas montré les différentes itérations produits. Mais en fait, si on fait la première itération, en termes de temps, en fait, ce qui nous prend du temps, en itération 1, on fait... on a fait tout ça, hein. Je garde les grands titres. Hein. Je garde les grands titres uniquement, mais grosso modo. On en est là aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on a cette première itération. Bon, je vais donner un objectif général hein, à l'itération, mais en fait, je l'ai déjà en tête, mais. Et en fait, on aime bien donner un grand objectif à notre itération. Et donc, ce qu'on veut, c'est avoir... on veut une première interface graphique. On veut une première interface graphique avec des gens qui peuvent la tester et donner leur avis. D'accord ? Donc là, en fait, on prépare ça, on va faire le dev front, en fait. Et dans le dev front, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire core plus secondary. Plus primary, pardon. Primary. Donc le minimum de logique d'interface, normalement il n'y en a pas beaucoup, hein, ou alors c'est des logiques extrêmement simples. C'est pour récupérer de la donnée, soumettre un formulaire, etc. Enfin, on verra. Et c'est surtout là où ça va prendre du temps, c'est au niveau primary, puisqu'il faut qu'on crée les composants, les vues, les interactions, les événements dans le code en fait pour dire que quand on clique sur ça, ça doit faire tel truc. Donc il faut ça va prendre un peu de temps. En fait. C'est ça qui va nous faire ramer un peu. Donc ça c'est la première itération. La deuxième itération que je voudrais faire, une fois qu'on a fait ça, on aura potentiellement 1 à 2 itérations, c'est un rework des interfaces, je pense. Parce que c'est optionnel, hein. Elle est optionnelle cette itération-là, mais c'est comme ça que je le sens un peu. C'est qu'en fait, on aura un retravail des interfaces, parce qu'en fait, on aura produit une première interface, il va y avoir de l'usage. Les gens vont commencer à l'utiliser, on va faire une démo, on va la filmer, cette démo-là, pour que des gens qui n'ont pas encore accédé au produit voient ce que ça donne, parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, en termes de feedback, c'est bien, ça a l'air intéressant ton idée, mais je vois pas du tout à quoi ça ressemble. Donc, il faut qu'on fasse cette vidéo, il faut qu'on ait en fait la démo, la première démo de l'interface. C'est important. Comme ça, on va pouvoir commencer à l'utiliser, et des gens vont dire, ouais, ça marche super bien, ça marche pas du tout, ça faudrait changer la couleur, faudrait changer la taille, et donc, voilà, ces petits feedbacks-là, je les prends. En fait, il faut les prendre, on va les mettre, et donc on va avoir, je pense, 1 ou 2 itérations supplémentaires où on va retravailler un peu l'interface.
je pense. Parce que les gens qui sont passionnés par le produit, enfin les premiers utilisateurs par le produit en général, ce sont des gens qui sont passionnés par le produit et donc ils veulent un beau produit. C'est des fans et donc on le sait tous, les fans sont exigeants. Moi j'accepte cette exigence en fait. C'est important pour moi que les gens soient satisfaits puisque les premiers utilisateurs deviennent les ambassadeurs du produit. Hein. C'est eux qui disent ouais, j'ai vu ça, c'est génial, ils en parlent autour d'eux. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit qu'ils en parlaient autour d'eux, un petit peu. Quand on aura la première interface, normalement, ça va pulser un peu. Sauf que là, le truc que j'ai pas noté, c'est normalement, on ne devrait pas avoir trop de changements sur la niche et le business model. Normalement, ça, les gens... il y aura peut-être quelques modifs, mais ça sera minime, je pense. On n'aura pas Parce que tant qu'il n'y a pas d'interface, en fait, on a tendance à... Les premiers utilisateurs ont déjà adhéré à la vision, puisqu'ils ont un intérêt sur ce que je fais. Ils m'ont pas dit ta vision c'est de la merde. Soit ils m'ont dit je sais pas mais ça m'intéresse. Ou ton système d'explication des choses m'intéresse. Le sujet à la limite je m'en fous, mais ta manière de faire m'intéresse. Ou il y en a d'autres où ils disent la manière dont tu fais les choses, je m'en fous un peu, parce que c'est technique, c'est pour les développeurs, tout ce que tu veux. Mais par contre, ce que tu fais m'intéresse beaucoup. D'accord ? Et donc la vision, déjà, il y a une adhésion à la vision, pour le moment, il n'y a personne qui m'a dit ta vision est à chier. Enfin, le business model, la manière dont j'ai trouvé les niches et tout ça, il n'y a personne qui m'a dit c'est n'importe quoi. Donc tant qu'on me le dit pas, je vois pas pourquoi je retravaillerais ce truc-là. Sauf si moi j'ai d'autres idées. Mais pour le moment, je pars du postulat que je ne vais pas avoir besoin de retravailler ces choses-là. Mais si on a besoin de les retravailler, c'est la priorité. Hein. Je rappelle, la roadmap, enfin le cycle, c'est peut-être pas la roadmap qu'il faut que j'explique, mais c'est peut-être le cycle général de développement. C'est qu'on repart de la niche. Est-ce qu'il y a des changements au niveau des niches ? Non. Personne me dit... Enfin, j'ai pas l'intention de changer moi personnellement. Les niches actuelles avec lesquelles je communique, c'est-à-dire les communautés de développeurs, les militants, enfin les activistes ou les syndicats, enfin les personnes qui auront eu vent de tout ça, ou même mes proches, hein, grosso modo, hein, la niche de base c'est mes proches, mes amis, ma famille, voilà, mes communautés proches me disent ok, donc c'est bien. Et le business model, et donc après on revoit le business model, etc. Donc tant que ces choses-là n'ont pas besoin d'être changées, bah, j'y pense, je me pose la question en début d'itération, est-ce que j'ai besoin de les changer ? Si j'ai pas besoin de les changer, j'y touche pas et je passe à l'étape suivante. D'accord ? Et à chaque itération, on fera ce travail-là, normalement. Peut-être que plus tard je ferai autrement, mais pour le moment j'aime bien faire ça. Et donc voilà, l'itération 2 et l'itération 3, je pense, sont des itérations optionnelles, mais je pense qu'on aura du retravail d'interface à faire. Donc je me garde la notion de soit revoir l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur va me dire ouais mais moi dans mon cadre, quand je fais ci ou quand je fais ça, j'ai une nouvelle expérience utilisateur qui fait que ça marchera pas bien, ou ce genre de truc, et donc on va changer l'expérience utilisateur, on va changer donc les interfaces potentiellement, les composants, les événements, les règles. C'est là où on aura des choses à faire. Ok ? Et ensuite, donc, une fois qu'on a notre première démo d'interface qui marche bien, on va faire deux choses. C'est qu'on va pas retravailler le cœur et le primaire, on va faire le secondaire. L'adapteur secondaire qui va nous permettre de discuter, talk with server. Donc de discuter avec le serveur. Puisqu'en fait, on va créer le serveur, en fait. Là, on va faire une première itération qui est comme objectif multi-user démo, en fait. On va faire un truc comme ça. Multi-user démo, donc il y aura plusieurs utilisateurs. Je dis pas que les utilisateurs seront authentifiés au début, c'est peut-être pas le plus important. L'aspect sécurité de dire bien prouvé qu'on ne peut voter qu'une seule fois sur le truc. C'est peut-être pas ce qui est le plus important au début. On le fera plus tard, mais c'est peut-être pas
le plus urgent en tout cas pour montrer qu'il y ait de l'intérêt. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent donner leur avis sur un sujet, et voire même qui donnent leur avis plusieurs fois. Qui sait, on mesurera peut-être le fait que si quelqu'un applique plein de fois sur le truc, ça veut dire qu'il est vraiment, c'est vraiment important pour lui. Par rapport à quelqu'un qui dit juste, ouais, j'ai appuyé une fois, quoi. On verra. Ça, je sais pas encore, mais voilà. On veut avoir plusieurs utilisateurs, et donc pour ce cas, il faut qu'on développe l'adapteur secondaire. Au niveau de l'ordonnancement des choses, avant de développer ce qui est secondaire, il faut d'abord qu'on fasse le serveur. Donc en fait, on va faire du dev serveur, enfin backend, pardon. Backend serveur. Et là, alors là, il n'y aura pas de problème de skill normalement, ça devrait aller. Bon, les appels serveurs, j'ai déjà fait, ça devrait aller. C'est surtout le primaire en fait. C'est l'appel primaire, si je devais résumer... et puis le cœur aussi. Les règles, définir des règles purement front-end, je peux peut-être me tromper. Ça sera pas un problème pour les développer, mais ça sera un problème peut-être pour bien les identifier. Donc je vais mettre du skill général là-dessus. Donc là, il va falloir qu'on développe le cœur, plus le primaire, en fait. Pourquoi il faut le primaire? Parce qu'en fait, le secondaire, comme je disais, hein, si je fais une architecture en décrivant vraiment le cheminement de la donnée en faisant un aller-retour, on a l'utilisateur. Je vais peut-être partir de là. On a l'utilisateur. L'utilisateur utilise l'adapteur primaire, donc l'interface. Puis, on est dans le... primary adapter UI. Ensuite, cœur de l'UI. Puis, secondary adapteur de l'UI. Puis, derrière ce secondary adapteur, en fait, il est utilisé pour joindre l'adapteur primaire du serveur. D'accord ? Ensuite, on arrive sur le cœur du serveur. Et enfin, on a le secondary adapteur du serveur. Qui lui, après, fait un appel sur des technologies... qui fait des appels tech, en fait, sur des choses. Donc là, si je règle ça, si je vous bouge, si je vois plus rien, que je vois que vous voyez bien les choses. Non. On va y arriver. Voilà. Enfin ça vous le verrez de toute façon au pire sur le repo, mais on a donc l'utilisateur, adapteur primaire de l'interface, le cœur de l'interface, l'adapteur secondaire de l'interface pour joindre le serveur sur son adapteur primaire qui lui va faire des appels sur le cœur et le cœur appelle des adapteurs secondaires du serveur qui vont après appeler les couches techniques de persistance, les bases de données ou autre chose. Voilà. En termes d'architecture logicielle, hyper simple, hyper simplifié sur ce qu'on fait. Donc voilà. Donc pour faire le multi-user démo, donc on a le cœur et le primaire. Donc le primaire, hein, le primaire sera fait en REST. Donc on va faire un web server, un serveur web qui va exposer des ressources en REST, et le secondaire va consommer ces ressources REST. Et donc à partir de là, on a des besoins multi-utilisateurs qui sont résolus. Et donc après, on a l'itération. Le but, c'est d'atteindre notre première production. Hein. Même s'il n'y a pas tout, on a au moins une première production avec des premiers cas d'usage qui sont vraiment le cœur du produit. Hein. Il ne sera pas parfait, donc il va évoluer dans le temps, mais au moins on aura quelque chose en prod. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est aller rapidement en production. Enfin, moi, mon sens, hein, c'est qu'on aille rapidement en production avec le minimum de fonctionnalités utiles pour cette production.
Et je pense que là, on a la production en fait qui sera viable en faisant en fait, s'il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, en fait il va rester le dev backend à faire du serveur et il faudra faire le secondaire. Il faudra faire le secondaire pour appeler des technologies de production là-dessus. Et j'ai failli oublier, ça c'est important, mais ça on verra, on va peut-être le faire même bien avant. Ça, je me pose la question, comment on va... Je me tâte, mais en fait il y a l'aspect DevOps. En fait. C'est grosso modo, on en aura déjà avant, hein, mais en fait ce qui est important c'est ce que je voudrais mettre en place, c'est de la livraison continue, en fait. C'est-à-dire que dès que j'ai codé le truc, si tout marche bien, si tout est testé, si tout est OK, ça met à jour la production. Voilà, ça met à jour la production est viable, le code est à jour, s'il fallait installer des trucs, du matos, ça l'a mis à jour automatiquement. Puisque demain, l'idée c'est qu'on ait les itérations les plus petites possibles. Et donc si je commence à faire des choses manuellement aujourd'hui, plus le produit va grossir, plus les choses manuelles vont devenir longues et complexes à faire, et donc autant les automatiser, les tâches d'infrastructure, hein, j'entends les tâches de déploiement et tout ça. Créer un site web au niveau du code, c'est bien, mais le mettre en production, s'il faut faire tout manuellement, ça va être chiant. Donc j'aimerais bien mettre l'aspect DevOps, puisqu'en fait, je vais peut-être rajouter en fait, à tout moment, en fait, on va avoir une démarche DevOps, en fait. On va avoir une démarche DevOps à tout moment, et ce que j'aimerais bien mettre dans la démarche DevOps, pour le moment je l'automatise pas, mais il y a les métriques. Les métriques, c'est ce que je vous ai présenté ce matin, en fait, les métriques importantes pour moi, donc combien de personnes ont vu les vidéos pour le moment, vu qu'il n'y a pas de produit, mais demain, ça sera combien il y a eu de votes, combien il y a eu de votes, combien il y a eu de participation sur les sujets, combien de personnes se sont inscrites, combien de personnes se sont désinscrites, comment va la compta, éventuellement, comment va la thune, etc. Et qu'on ait un tableau, un espèce de tableau de bord, qui potentiellement serait disponible dans le site, hein, enfin dans l'application, on verra, ou alors ça sera ailleurs. Mais il y a aussi les métriques, il y a les métriques fonctionnelles et les métriques techniques en fait. Il y a ce qu'on appelle le fonctionnel, c'est le métier, hein. Il y a le business et la tech. C'est-à-dire, est-ce que le serveur répond bien? Est-ce que le serveur fonctionne? Est-ce que le serveur est performant? Est-ce que les interfaces fonctionnent bien? Est-ce que les appels entre les interfaces et le serveur sont performantes? Est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est... Enfin voilà, ça c'est important. Il y a l'intégration continue, qui est importante. Donc continuous intégration. Il y a la gestion du code source, on le fait déjà. Hein. Là, la gestion du code source, on a déjà un repository qui est mis à jour. Ça, c'est sur mon poste de travail. Et ce qui est sur mon poste de travail, on va le mettre à jour sur un conteneur de code source, en fait, qui est disponible sur Internet. Comme ça, si mon poste de travail tombe en rade, le code est sauvegardé ailleurs, il est versionné, donc on peut toujours faire des retours arrière. Quand on met à jour quelque chose, on spécifie pourquoi on le fait. Dans la version, on indique dans la version, j'ai fait telle chose pour résoudre éventuellement tel problème, ou voilà, pour atteindre tel objectif. Donc ça, c'est important. Donc source code repository. Je le fais sans réflexion parce que le DevOps, c'est beaucoup plus que ça. Il y a plein de choses et je le fais avec mes retours d'expérience là, pareil, de manière empirique. Pour ceux qui pensent que j'ai oublié des choses dans le DevOps, allez-y. Quelque chose qui est vraiment indispensable pour une première production. Si au début, pour la production, c'est pour commencer à avoir de l'usage, mais si on se dit au début, il y a des choses qui sont optionnelles, mais ça serait bien d'y penser plus tard, on y pensera plus tard. Mais c'est important d'y penser. Et voilà, l'intégration continue, grosso modo, c'est les tests automatiques, donc c'est la validation du code, en fait. Validation automatique.
Je le fais en anglais, hein, parce que, comme je dis, c'est un projet qui peut être international. Donc, moi, j'aime bien décrire ce que je fais en anglais, et le code, le code, en général, je le fais en anglais. Donc, une validation automatique, et la perf. Donc, validation business, en fait. Business plus tech, en fait. Ça va passer par quoi? En fait, on a plusieurs types de tests. On a les tests que je fais là, le ATDD, en fait, c'est les acceptance tests. J'appelle ça comme ça. Acceptance test, c'est pas acceptance, en français ça n'existe pas, c'est les tests d'acceptation, les tests métiers. Les tests du comportement qu'on veut. Ça, on en veut. Les tests d'intégration. Les tests d'intégration, c'est ce qu'on appelle les adapteurs. Donc c'est prouver que le serveur répond quand je veux accéder. Enfin, c'est tout le test des adapteurs en fait. C'est ce qui permet de prouver quand on va développer nos composants, on va les quand le mec il dit ce composant a une couleur de fond jaune, on va tester que le fond est jaune en fait. Et si quelqu'un nous dit ouais non je le veux plutôt vert, et on va changer dans le test le fait qu'il soit pas jaune mais vert. Et donc le test va planter parce qu'actuellement le code dit que le composant est jaune, et donc ça va nous forcer à prouver, enfin à dire que le composant est de couleur verte, puisqu'on a un test qui nous demande ça en fait. Et donc à toute étape, dès qu'on va changer un bout de code, on va forcer l'intégration continue à rejouer les tests à tout moment en fait, de manière automatique. Et ça c'est important de le faire. Et on va peut-être faire, pour le moment j'en vois pas, mais si jamais on a besoin, on va faire des tests de bout en bout. On va peut-être faire des tests de bout en bout, mais on va pas en faire beaucoup. J'ai pas l'habitude d'en faire, je préfère... Les tests de bout en bout, je préfère que ce soit les utilisateurs qui me le fassent en fait. Ils vont utiliser le produit, ils vont me dire si ça marche bien ou pas. On verra si on a besoin d'en faire en automatisé. Donc E2E c'est end-to-end. End-to-end qui veut dire de bout en bout en fait. C'est la totale. Et donc, à la fin, une fois qu'on a validé que le code source fait le taf, en fait, il faut déployer le code source. Il faut déployer en production l'application. Le code source tout seul, c'est pas suffisant. Donc en fait, il faut qu'on fasse du déploiement continu. Et ça comprend le fait de construire ce qu'on appelle les artefacts techniques, donc c'est le code source compilé, on va dire. Le code source est compilé, et ensuite on a le fait de lancer et mettre à jour l'application, c'est-à-dire qu'il faut quand même, il y a un serveur qui fait tourner tout ça. Il faut peut-être mettre à jour la version, il faut installer le logiciel. Récupérer le code source, le déployer et démarrer le serveur en fait. Donc, et potentiellement il y a peut-être des actions au niveau infra, script infra. Donc par exemple, j'avais parlé de sécurité, il faut peut-être mettre des règles de flux pour éviter d'avoir du déni de service ou des choses comme ça, et donc il faut piloter ce qu'on appelle des pare-feux. Pour mettre des règles, pour dire qu'on n'a pas le droit d'attaquer le serveur de telle ou telle manière, ou ce genre de choses. Donc il y a potentiellement des choses qui sont en dehors de l'application, en dehors du code, mais qu'on va devoir piloter au niveau infrastructure. Et donc ça c'est pareil, le fait que ce soit géré au niveau du déploiement, et qu'en fait on fasse le déploiement à partir de déclaration de ce qu'on veut comme configuration de l'infrastructure, c'est important à faire, pour moi. Parce que ce qui est fait aujourd'hui ne sera plus à faire demain, ou sera juste à adapter en fait. Et donc c'est important qu'on le fasse très rapidement. Et pour moi, si on n'a pas de déploiement continu pour cette itération de mise en production, au moins, j'aimerais bien le faire avant, mais si au moins on a le déploiement continu à cette itération 5, ça serait bien. Ça serait bien. Je me vois pas le faire sans en fait. Ça serait trop risqué pour moi de faire sans ça. Et de toute façon, ces choses-là seront de facto, au moins cette partie-là, de manière automatisée, sera de facto faite à chaque étape, ici. Puisqu'on va développer à partir des tests
Donc on aura les tests de facto et on pourra les faire tourner à tout moment. Donc voilà, pour les métriques on réfléchira. Pour le moment je reste manuel sur cet aspect-là, mais demain on va sûrement... on va céder des tests d'intégration pour les métriques techniques, par contre et les tests end-to-end éventuellement. Mais par contre pour les métriques métiers, soit ça partira dans l'application, soit on fera des appels justement des appels avec des adapteurs pour les faire stocker dans l'usine DevOps en fait. Donc on a un moteur en fait DevOps qui fait plein de choses. Avec des technologies qui fait ça. On en parlera. On en parlera le moment venu, ça sert à rien de rentrer dans le détail là-dedans, puisqu'on n'a pas encore commencé à développer. Donc ça me va bien. Je pense qu'on a fait le tour. 1h15 pour expliquer tout ça. On est rentré un peu dans la technique, donc pour ceux qui connaissaient pas la technique, ça a ouvert un peu les chakras normalement. Il y en a qui ont dû boire la tasse, mais c'était pas spécialement prévu pour vous, mais au moins le début était intéressant. Le début était intéressant pour vous, et puis je pense que ça, pour ceux qui connaissaient pas vraiment et qui ont réussi à suivre, je pense que ça a permis d'ouvrir vos chakras, quoi, de vous faire un petit retour d'expérience sur ce qui se passe dans le monde du développement logiciel, et que c'est pas une application, c'est pas un petit serveur web à 500 balles. Ça c'est bien pour faire un blog. Et on utilise une application qui est déjà construite, qui est un moteur de blog, ou une page Facebook, ou ce genre de truc. Mais dès qu'on veut rentrer dans le spécifique, avec des vraies règles qui ont un sens et qui sont notre proposition de valeur, on doit rentrer dans du spécifique. C'est ce qu'on appelle le cœur de métier. Hein. Moi, mon cœur de métier, c'est de faire quelque chose qui n'existe pas. Donc je ne vais pas reprendre une solution existante pour l'adapter, ou moi m'adapter à elle. Je veux pas ça. Je veux garantir des choses. Et donc, je vais le faire. Je le fais moi-même. Et donc, ça passe par du développement produit, et ça passe par du développement logiciel, puisque c'est un produit logiciel. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Je mets pas les itérations, personnellement, je déteste mettre du temps dessus. Je sais pas le temps que ça va prendre à faire, en fait, une itération. Ça prendra le temps qu'il faut pour le faire. Donc, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 2 jours, 2 heures, je sais pas. Je sais pas, parce que je sais pas, j'ai pas encore fait ça, en fait. Je suis en train de le faire, je suis en train de préparer l'expérience utilisateur, je suis en train de me dire qu'est-ce qu'on veut faire en priorité. Donc je vais pas me positionner pour me dire s'il faut juste afficher les sujets, potentiellement c'est très rapide. En tout cas, c'est plus rapide que de dire je dois juste lister les sujets, plus être capable de me positionner, de donner mon avis, plus être capable de rajouter un avis, plus être capable de rajouter un sujet, plus être capable de m'identifier en tant que moi, en tant que personne authentifiée dans le système pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui s'authentifie 2 fois, ou que ce soit la même personne qui vote plusieurs fois sur le même truc. Donc c'est pour ça, les personnes qui jugent qu'il faille donner un intervalle de temps pour faire ça, libre à vous, faites-vous kiffer. Faites-vous plaisir, mesurez ça. Bon courage. Et on dira à la fin qui a gagné. Moi j'avais dit 2 mois, moi j'avais dit 2 semaines. C'est bien. Est-ce que ça a fait avancer le développement produit ? Que pouic. Par contre, qu'on ait une feuille de route claire sur ce qu'on veut là en termes de projection, en termes de comment on voit les itérations à date, et pourquoi je ne vais pas au-delà de l'itération 5, parce que pour moi l'objectif primaire, l'objectif moyen long terme, c'est d'avoir quelque chose en production. À partir de là, on a quelque chose en production, les gens vont pouvoir l'utiliser, on va pouvoir communiquer dessus. Tant que c'est pas fait, ça sert à rien de communiquer trop, parce que les gens vont s'attendre à ce qu'il y ait un produit qui soit déjà fait, et quand ils voient qu'il n'y a rien en prod, ça les fait chier. La seule chose qu'on pourrait faire émerger, c'est de l'intérêt, donc c'est de les chauffer. Et une fois qu'ils sont chauds, ils attendent ça, quoi, ils veulent ça. Donc là, pour le moment, vous voyez que si jamais les deux itérations optionnelles ne sont pas à faire, si on est vraiment bien au niveau de l'expérience utilisateur,
dans trois itérations, c'est fait. Dans 3 itérations, là, les itérations 2 et 3, c'est optionnel, donc il restera... L'itération 4 va devenir l'itération 2, l'itération 5 va devenir l'itération 3. Et donc on aura au bout de l'itération 3 un produit en production. Et donc c'est cool. C'est cool. Là, sur le DevOps, sur l'intégration continue, j'aurais peut-être besoin de skills. J'aurais peut-être besoin de skills là-dessus parce que j'en fais un chouïa, mais je galère. Donc il faut qu'on voie comment on peut faire ça vite et bien. Ça c'est ok, ça c'est ok. Le choix, comment le choix de la technologie là pour le back-end, je m'en fous. On va prendre une techno qui marche et ça va être rapide à faire. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas de difficulté, ça sera plus ou moins rapide, mais il n'y aura pas de blocage en fait. Il n'y aura pas de blocage. Là, il peut y avoir des blocages. En fait. Tout ce qui est développement front, c'est dommage, c'est par là qu'il faut qu'on commence, mais comme j'ai dit, je me sens capable de le faire, c'est juste que si je galère, ça va prendre plus de temps. Donc si vous voulez que ça soit plus rapide, ceux qui savent faire, venez m'aider, et ça ira plus rapidement, en fait. Et par avance, merci. Ça sera super gentil. Donc voilà, j'ai fait le tour. 1h20, j'arrête là. Ça a duré un peu longtemps, mais c'est normal parce que là, on est sur les vidéos de ce qu'on fait pendant la journée. On n'est pas sur des vidéos de résumé. On est sur ce qu'on fait. On le fait. Et je suis plutôt content. Le cadencement me va bien. Je vais faire un peu de mise en forme là en off pour que ce soit peut-être un peu plus sexy quand les gens vont vouloir aller. Parce que là, pour le moment, ça ressemble à ça. Hein. Quand on va aller dessus, ça ressemble à ça. C'est peut-être pas très clair. Donc on va le faire mieux. On va le faire un peu mieux, mais c'est juste de la mise en forme. Ok. Je vous laisse là. Des gros bisous. À plus.